restaurant juste à la fin du mois. Un petit verre de pinot pour m'accompagner. Ma cocotte, qui est juste là. Hein. Donc maintenant, vous commencez à la connaître. Hein, c'est Pétasse, elle est juste là, elle est adorable. Et puis, on va dresser le bilan de ce mois de mai. Alors, ce mois de mai, il a été relativement bon en question lecture. J'ai quand même lu 2, 4, 6, 9 bouquins. Alors, je vous passe les détails sur le nombre de pages et blablabla, on s'en fout un petit peu. C'est principalement du MF, à part un Young Adult LGBT. Donc c'était principalement une petite session MF avec pas mal de comédies romantiques, un titre de roman de Tessie, et puis voilà. Puis pas mal d'auteurs français aussi, donc je suis assez content. Le mois de mai, en fait, a été aussi un bon mois pour moi, pour la chaîne tout du moins, et pour le compte Bookstagram, parce que j'ai été sélectionné par 2 maisons d'édition pour rejoindre leur guilde de partenaires, ou leur team de partenaires, je sais pas comment dire ça. J'ai eu la chance de rejoindre les rangs d'Addictive, donc qui est une maison d'édition que je connaissais déjà préalablement, mais que j'ai vraiment appris à découvrir ces derniers mois. Et surtout, ces dernières semaines, en fait, avec les découvertes que j'ai pu faire de certains auteurs comme Mélodie Chavin, Camilla Simon, Lena Kassemer, ce genre de choses. Et puis, je sais pas, j'ai eu cette opportunité de les rejoindre. Ils ont aimé mon contenu, ma façon de traiter les ouvrages, traiter les bouquins, comment je voulais présenter les aides lecture et d'autres. Donc, j'étais assez honoré parce que, pour le coup, si je puis dire, c'est mon premier vrai partenariat. Bon, j'avais déjà Juno et des auto-édités, mais c'est la première fois que je suis reconnu par une grande maison d'édition qui m'envoie des services pièces papier, ce genre de choses. Donc, j'étais super content. L'autre maison d'édition qui m'a fait l'honneur en fait de me choisir comme partenaire, c'est Corrigan. Ouais, c'est Corrigan. J'ai appris ça dernièrement que c'était pas Corrigan mais Corrigan, à qui on doit Dagny Bryson Keller. Donc, qui pareil en fait a aimé la manière dont je traitais mes ouvrages et m'a contacté pour rejoindre leur rang de partenaire. J'ai aussi eu l'occasion en fait de travailler avec Black Ink Edition, qui a accepté de m'envoyer les services presse, donc je les remercie énormément. Et j'ai aussi Collection H, qui m'a envoyé quelques services presse, donc pour le moment c'est de l'exceptionnel. Et on verra par la suite si j'arrive à rejoindre leur équipe de partenaires et mettre en place une véritable collaboration entre le compte et la chaîne. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Ce mois-ci aussi, j'ai reçu pas mal de commentaires de visiteurs, je sais pas comment on peut dire, visiteurs, personnes, followers et autres, qui sont venus sur ma chaîne YouTube ou en commentaire ou en DM sur Instagram pour me dire qu'ils aimaient mon contenu, qu'ils aimaient ma sensibilité, ma bienveillance, qu'ils aimaient le ton de la chaîne, le ton de la page, qu'ils s'y sentaient bien. Et voilà, donc j'étais super touché parce que c'était vraiment les valeurs que je voulais entre guillemets inculquer et faire passer dans cette chaîne. Donc une aura de bien-être, de bienveillance et qu'on pouvait aborder toutes les thématiques, hein, qu'il n'y avait pas de barrière, en aucun cas, en aucun genre, aucun quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est vraiment moi qui m'a touché. J'ai l'impression en fait que le compte Bookstagram a appris en maturité en 2 mois, qui est un truc de fou. Et ouais, c'est énorme. Je crois qu'on a pris quasiment 100 followers en un peu plus d'un mois. Donc ce qui est énorme pour moi. Et donc voilà. Donc merci à tous parce que pour le coup, sans vous qui êtes juste là et qui êtes derrière votre téléphone pour Instagram, je serais pas là dans mon jardin à vous parler de mes lectures, à vous parler de mes découvertes livresques, à vous parler du bien que cette chaîne m'apporte, du bien que mon compte Instagram m'apporte, du bien que vous m'apportez, tout ça. Donc un grand merci. Puis on va pas perdre trop de temps, on va passer donc au bilan lecture. J'ai passé très rapidement sur certains bouquins parce qu'il y a déjà eu un update lecture que je vous remettrai juste là. Et un peu plus tard, quand j'aborderai le sujet de Body Boy, je remettrai un petit point de vie parce qu'en fait j'ai quand même fait un update lecture et un livre, une chronique, une vidéo sur 2 titres. Donc on va pouvoir passer assez rapidement.
et pas faire une vidéo trop longue. Donc, chin chin, prenez un verre, posez-vous tranquille et sur votre terrasse si vous en avez une. Et puis, on passe au bilan lecture. Alors, une de mes premières lectures de ce mois-ci, ça a été Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon aux éditions Addictive. Donc je vous mettrai dans le petit i qui est juste là, pas là, oui là. Je vous mettrai le petit i pour la vidéo, un livre, une chronique, patati patata. Sachez juste que c'est une comédie romantique où on suit Elissa Brown et Zayn Andrews, qui sont de deux mondes opposés, qui ont deux personnalités opposées, et que le seul point commun qu'ils ont, c'est que leurs parents les gonflent pour qu'ils se casent. Et donc ils en ont marre, et quand ils se rencontrent sur un site de rencontre, c'est bizarre de dire ça, tournant d'un site de rencontre, je sais pas quoi, ils décident en fait de se mettre dans une fausse relation, et tout simplement de se faire croire qu'ils sont fiancés, et puis pour que leurs parents leur foutent la paix. Donc j'ai trouvé que c'était une comédie romantique très douce, très drôle, avec plein d'humour, avec des petites touches épicées, sexy mais sans trop. Et j'ai bien aimé comment ils ont traité le fake dating et autres. Donc il n'y a pas trop de drama, rien. Donc franchement, une petite lecture sympa. Encore une fois, le petit, pour en voir un petit peu plus sur mon avis. Après j'ai enchaîné, si je me semble, si je me trompe pas, Pour que tu m'aimes encore de Tamara Baliana. Donc, dont j'ai parlé pendant l'update lecture. Donc, vous pouvez y aller. Mais sinon, on y suit Jade et Max, en fait, qui étaient dans une relation il y a 4 ans, qui se sont séparés, qui étaient fiancés. Et donc, ils sont séparés. Donc, on a Jade qui vit dans le sud et qui travaille comme agent d'événementiel, un truc comme ça, dans un vignoble. Et de l'autre côté, on a son ex, Max, qui est un pâtissier de renom maintenant, qui a réussi sur Paris, qui a son émission de télé, et puis pas mal de pâtisseries et autres. Et suite à un quiproquo malheureux, en fait, Max laisse un commentaire pas très sympa sur une vidéo où apparaît Jade, et puis ça fait effet boule de neige, et ce qui va entraîner les retrouvailles de Max et Jade. Et donc on va y suivre pendant tout ce bouquin avec beaucoup de chaleur, de bienveillance, d'humour et de peps, leurs retrouvailles et comment ils découvrent qu'ils s'aiment encore, et jusqu'à ce qu'ils se donnent une deuxième chance. Donc franchement, c'était une lecture que j'ai beaucoup appréciée. C'est une découverte, Tamara Baliana, je l'avais pas encore jusqu'à présent. C'était une auteure que j'avais voulu découvrir l'année dernière au détour des chroniques de Rosa, de Books and Unicorn, des frères Rossi. Donc ça m'avait donné envie. Et puis pour le coup, je l'ai découvert avec ce titre-là parce que j'ai vraiment aimé le titre, l'originalité, la couverture. Ça m'avait parlé, et puis je l'ai pris. Et au final, je suis pas déçu parce que pour le coup, j'ai eu un coup de cœur pour sa plume. Et d'ailleurs, j'ai commandé des tomes les 3 premiers tomes des frères Rossi. Et que je vais lire prochainement, je pense cet été. Je pense que ce sera parfait pour l'été, cette lecture-là, parce que franchement, Tamara Baliana, ouais, je trouve qu'elle a une plume qui sent l'été, qui sent la chaleur, le côté caliente, le côté un peu dans le sud, tranquille, on se pose l'après-midi, et puis on profite qu'il fasse chaud pour se détendre sous un palmier, sous un parasol. C'est un peu l'effet que m'a fait ce bouquin-là, cette plume. Donc on va profiter de l'été. En plus, je me suis commandé un nouveau salon de jardin pour mettre sur la terrasse, donc ce sera cool pour lire cet été. Donc voilà, et encore une fois, si vous voulez un avis un peu plus complet, vous n'hésitez pas, vous allez dans la vidéo qui est dédiée, et vous en saurez plus. J'ai ensuite enchaîné avec un autre titre qui sentait bon l'été, il s'agit de The Spanish Love Deception, de Elena Armas chez J'ai lu, où là on est vraiment dans du fake dating, et en même temps dans du enemies to lovers, 2 tropes que j'adore. Et on y suit donc Catalina, qui est une Espagnole en fait, qui suite à une rupture et des problèmes qui s'étaient passés dans le sud, a immigré aux États-Unis, où elle a fini ses études et maintenant elle travaille comme ingénieure ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Enfin, elle travaille dans une grande boîte et elle a invité hommage de sa sœur, et
et elle sait qu'il y aura son ex, vu que son ex est le frère du marié. Et elle veut pas y aller toute seule, donc elle va s'inventer un faux petit ami. Il lui reste 4 semaines pour trouver un petit ami avant le mariage, et c'est là que se propose Aaron, qui est Iron, son pire ennemi dans la boîte, parce qu'ils ne peuvent pas se sentir et ils n'arrêtent pas de se faire des petites piques et autres. Et pour autant, c'est Aaron qui va l'accompagner et va jouer le rôle du petit ami. Donc voilà. Donc pourquoi? Parce que comment? Vous découvrirez ça en lisant mon avis, tout du moins en le regardant, parce que vous pouvez le regarder dans la vidéo, ou vous pouvez vous rendre sur la page Facebook, la page Instagram, où j'ai déjà posté mon avis. En tout cas, c'est un titre que j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur. C'est un titre qui m'avait donné très envie de découvrir quand j'en avais entendu parler sur les chaînes, quand il est sorti en VO. Et il me tentait beaucoup. Et en même temps, j'avais un peu peur parce que quand il y a beaucoup de hype autour d'un roman, des fois en fait elle n'est pas très justifiée. Et là, pour le coup, c'est vraiment justifié parce que c'est une comédie romantique extraordinaire. C'est un des meilleurs fake Enemies to Lovers que j'ai lu depuis longtemps. C'est un super slow burn, un fake dating génial. Et franchement, je vous le recommande à 1000%. En tout cas, moi, je vais surveiller les écrits d'Elena Armas maintenant parce que pour le coup, j'ai eu un coup de cœur pour sa plume, comme je l'ai pu l'avoir avec Ali Hazelwood en lisant The Love Hypothesis. Ouais, c'est ça, The Love Hypothesis. Enfin, autre lecture dans lequel je vous ai parlé, il me semble, dans mon update lecture, il s'agit de The Divorce Planner Falls in Love de Lena K. Summers chez Addictive. Et donc on y suit Paige et Kazé. En fait, Paige et Kazé sont deux personnes en fait qui détestent les mariages comment dire, l'engagement. Ils ont des bonnes raisons tous les deux, des raisons qu'on découvre plus tôt pour certains, plus tard pour d'autres. Mais en tout cas, donc ils détestent le mariage. Paige, elle est détective privé et Kazé dirige une société d'organisateurs de divorce. Et quand Paige va devoir avoir besoin d'argent, il se trouve que Kazé va avoir besoin d'un détective. Et donc en gros, il va embaucher Paige comme détective pour son agence. Donc voilà, et c'est comme ça que petit à petit, ils vont se découvrir, il y a de l'attirance entre les deux, ils vont finir par céder à l'attirance et petit à petit, vous verrez s'ils deviennent plus. En tout cas, comme d'habitude, la vie est sur Instagram et dans le peut-être lecture, il me semble. Mais franchement, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la plume de Lena K. Summers et j'ai aimé le bouquin. Même s'il me semble que j'ai un peu regretté la facilité de la fin. Mais ouais, franchement, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. C'était une lecture sympathique et je vais suivre aussi les écrits de Lena K. Summers. Enfin, parce qu'il y a encore pas mal de trucs, mais c'est que j'ai boire un coup parce que je suis en train de filmer la vidéo d'une traite. Donc je pense que j'ai même pas avoir besoin de coupure pour cette vidéo, parce que vu que je suis en train de tout enchaîner, donc ça le fait. Puis pour le coup, vous aurez une vidéo un peu genre vlog, très naturelle, très hop là, on se pose et on filme. Donc on va garder cet esprit-là. Donc on va boire un coup. Et donc, oula, je veux pas que je fasse tomber mon verre. J'ai donc enchaîné avec Vrai Flirt, faux numéro Vrai Flirt, le tome 1 de Une histoire de texto de Tegan Hunter, ou Tegan Hunter, je sais pas comment on dit, aux éditions Bookmark. Donc on y suit Delia Isaac, qui, en fait, Delia, elle va recevoir un SMS d'un numéro inconnu, et pour le coup, elle croit que c'est son frère. Parce qu'il paume souvent son téléphone et autres, donc elle lui répond et lui donne rendez-vous pour le lendemain. Sauf que le lendemain, forcément, il se présente pas, il y a un quiproquo qui se met, et donc il s'appelle et il découvre en fait que c'était un faux numéro. Et il rigole bien au téléphone, et puis comme ça, sans trop grande raison, il continue à échanger par SMS, et il y a tout un jeu de séduction qui se passe donc entre Delia et Zach, et de découverte de l'autre qui se passe par SMS. Donc ça, c'est une grande partie du roman, et puis ils décident de se rencontrer. Et donc c'est là en fait qu'on découvre que Zach, c'est un geek, un mec tout à fait normal, hyper sarcastique, mais en même temps très romantique. Et franchement, c'est un personnage que j'ai eu un gros coup de cœur pour lui.
J'ai beaucoup aimé Delia aussi, et j'ai beaucoup aimé ce titre-là, La plume de Chicken Hunter. Est super addictive, on enchaîne les pages, c'est un truc de dingue qui se lit hyper vite comme bouquin. Et en plus, il y a un côté épistolaire avec les SMS qui s'échangent, et parce qu'en fait, ils s'échangent des SMS quasiment pendant tout le bouquin. Franchement, les SMS, c'est bien un tiers du bouquin. Donc, j'ai adoré ce format-là. J'ai aussi adoré les personnages secondaires, Robbie, le colocataire et père célibataire de Zach. J'ai aimé Caleb aussi, l'ex d'Elia et Rosie, je crois. Non, Zoé, excusez-moi, Zoé, qui est la colocataire de Delia. Et la meilleure amie aussi, colocataire. Oui, mais colocataire et meilleure amie de Delia. Et pour le coup, bah, franchement, c'était une comédie romantique que j'ai adorée. Et j'ai tellement aimé en fait que dès que j'ai fini ma lecture, et ben, je me suis commandé les tomes 2 et 3 parce que je voulais rester dans cette histoire. Donc je pense que je vais les enchaîner très rapidement. En tout cas, franchement, c'était une très belle lecture, une très belle découverte et je suis super content parce que Chicken Hunter, elle est à la Rare de Londres. Je vais pouvoir lui faire signer le bouquin et puis voir avec elle si elle a prévu un tome 4 ou autre. Voilà, puis je suis dessus avec elle. Donc je suis très content de cela. Donc voilà. Un petit corlet. J'ai oublié l'avertissement qui va bien. Il faut boire avec modération, les amis. Hein. Autre lecture, j'ai enchaîné avec un titre dont je vous ai parlé dans une vidéo séparée. C'était un livre, une chronique, une vidéo. C'était surtout en fait un ressenti à chaud. Franchement, je suis sorti de ma lecture et il fallait que je sorte toutes les émotions que j'avais. Je voulais vraiment que vous les ressentiez, donc j'ai filmé direct. Donc c'est vrai que ça fait une vidéo un peu... j'ai les yeux rouges, un peu gonflés. Je sors vraiment d'une lecture qui m'a vraiment touché. Il s'agit donc de Body Boy, de Cécilia Armand chez Black Ink. Dans ce bouquin, en fait, on y suit Léonis et Larsen. Donc Léonis, en fait, c'est une prostituée de luxe qui travaille, qui n'a pas trop le choix de toute façon, dans la maison de Priam. De Priam, qui est une maison close un peu spéciale, qui date du 19e siècle, où en fait, les femmes de la maison de Priam dirigent la maison d'une main de fer. Et en fait, elles font des enfants. Les femmes vont diriger et les hommes, en fait, ils les éduquent dès leur plus jeune âge à devenir des prostituées. Donc voilà, donc on y suit en fait Léonis. Et de l'autre côté, on y suit Larsen. Larsen qui est en plein deuil, qui est au bout du rouleau et qui va être obsédé en fait par une enquête suite à la découverte d'un corps dans un hôtel. Et ça va l'entraîner à faire des découvertes sur la maison de Priam et à devenir un filtre infiltré. Et donc, il va devenir garde du corps donc de Léonis et toute leur histoire va se tourner autour de là. Donc, franchement, c'est une histoire qui m'a bouleversé. On y sent tout. Enfin, quand on connaît Cécilia, parce que j'ai appris à la connaître un peu au détour de différentes conversations, on a vraiment une partie de Cécilia, une partie de son âme qui est dans le bouquin et c'est hyper touchant. Le livre m'a retourné. Mais c'est pas de la dark romance, hein, c'est pas la romance qui m'a retourné. La romance c'est magnifique, splendide, très lumineuse. C'est tout l'univers très sombre et tout ce qu'il y a autour qui est d'une pourriture monstrueuse et qui m'a touché à 1000%. Donc franchement, c'était un livre magnifique. Franchement, regardez ma vidéo et mon avis sur Instagram et je pense que ça vous poussera à le lire. Sachez que j'ai eu beaucoup de retours sur mes vidéos et mon post en DM et autres, et qu'ils sont tous unanimes. Ce bouquin a bouleversé pour le moment une bonne dizaine de personnes avec qui j'ai eu des retours. Donc je vous conseille énormément de le lire parce que franchement il est magnifique et la plume de Cécilia est d'une beauté monstrueuse. Donc j'ai hâte de la découvrir. D'ailleurs j'ai pris la décision de lire son Stolen Life pendant l'été, donc je vous reparlerai très prochainement de sa plume. Après un titre aussi sombre, en fait, j'avais besoin de m'évader, de partir sur un tout autre genre. Donc, je suis parti en fait sur une lecture commune avec Elle Booktube. Donc, je lis de la romance et Céline du Boire de Candy Shy. Et donc, en lecture commune, ce mois-ci, il y avait La Princesse étrangère, le tome 1 du Royaume du Nord, qui est disponible donc aux éditions Bookmark, soit sur leur site, dans leur collection imaginaire, ou dans leur collection en semi-poche,
en librairie chez Lost Kingdom. Donc on y suit en fait Eugénie qui est la deuxième fille du roi d'Antilles et qui a donc été éduquée comme étant la deuxième fille et pour être ambassadrice de son pays et qui va être envoyée donc en mission dans le pays de Sibérion pour négocier un accord qui pourrait protéger son pays d'une guerre avec un pays à côté. Donc voilà, donc elle négocie son traité. Et dans le traité, en fait, elle négocie aussi le mariage. Enfin, le mariage d'une personne de la famille de Sibérion avec une personne de la famille des Antilles. Et elle pense en fait que c'est donc le roi de Sibérion qui va épouser donc la sœur et première fille d'Antilles. Voilà, sauf que le roi, il débarque et en fait, il annonce que c'est pas la sœur qui a décidé d'épouser, mais que c'est Eugénie. Donc voilà, donc c'est un titre que j'ai adoré. Franchement, je trouve que Virginie Despentes, elle a fait un travail extraordinaire sur l'univers. C'est très détaillé, il y a beaucoup de choses sur les coutumes, sur le monde, des descriptions des costumes, des personnages, des pays, de leurs légendes, enfin, tout un travail qui a été fait là-dessus. Il y a eu un super travail aussi sur les personnages. Enfin, franchement, on a la famille Sibérion en fait qui est entre les deux frères qui sont très différents, avec la sœur aussi qui est très différente. Pareil du côté d'Antilles, hein, ils ont tous des traits de caractère différents. Et donc voilà, donc au début on a un petit triangle amoureux aussi qui vite passe, hein, c'est pas du tout centrique au bouquin. Et petit à petit en fait on apprend à découvrir donc Eugénie et Kovan et de voir leur personnalité évoluer, de les voir évoluer, grandir, de voir Eugénie s'affirmer, de voir Kovan s'adoucir, montrer toutes des failles, des faiblesses et autres. Et c'était une très très belle histoire qui se finit en fait sur un cliffhanger. Donc j'ai déjà précommandé le tome 2 qui sort en juin. Donc en semi-poche, hein, parce que tous les 3 tomes sont déjà disponibles dans l'édition imaginaire de Bookmark. Et ouais, et je sens bien en fait le tome 2 arriver avec des trahisons, des complots et parce que ça a déjà commencé dans le tome 1 d'ailleurs. Et Eugénie en a fait les frais. Et franchement, j'ai envie de voir toutes les bassesses qu'il peut avoir, ce genre de choses. Et j'espère en fait que le tome 2 sera sur le point de vue de Kovan, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui. Donc on verra bien comment Virginie Despentes a tourné ce bouquin. Elle avait fait tout un mois sur son compte Instagram où elle avec des petits extraits. Et j'ai pas voulu me spoiler, donc je n'ai rien lu de ça. Et j'attends d'être surpris avec ce tome 2 qui sort en juin et que je vais enchaîner quand il sortira. J'ai vraiment très très hâte de lire parce que franchement la fin du tome 1 il est juste énorme. Un cliffhanger de comme on a envie de dire et ouais, hâte de le lire. En tout cas je vous recommande cette roman de Tessie à 1000% parce qu'en fait c'est de la roman Tessie, hein, il y a de la romance derrière, elle est au cœur du bouquin quand même. Et en même temps, c'est de la fantasy, mais en même temps, c'est de la fantasy young adult, ce qui fait que c'est une fantasy qui est très, très accessible, parce que c'est souvent ce que je regarde avec la fantasy d'adulte, c'est que c'est très peu accessible, le langage est très difficile, est assez lourd, les tournures de phrases aussi sont généralement un peu alambiquées, et puis il faut quasiment la moitié du bouquin pour comprendre l'univers, et des fois on finit même le bouquin sans avoir compris tout l'univers. Donc que là en fait non, c'est facile d'accès, c'est tout public. Question scène de sexe, c'est très 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 léger et c'est la juste dose. Donc, franchement, c'est une roman Tessie que je recommande franchement beaucoup. Désolé, fallait que je m'hydrate, il fait chaud quand même. Ensuite, pas encore enfin, parce qu'il me reste 2 bouquins à vous parler. Déjà, j'ai lu Rule Breaker de Kailin chez la collection EH. Un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé. Après, c'est mon ressenti extrêmement personnel. Donc ça se trouve, d'autres personnes ne l'ont pas vécu cette lecture de la même façon.
pour moi, je l'ai vécu un peu comme un soap opéra moderne. Euh, Franchement, je trouve qu'il y avait tout d'un Dynasty version Netflix, vous savez. Il y a des personnages très caricaturaux. Il y a le père d'Atticus, qui est donc le père de famille, ancien PDG, qui a des aventures partout, des demi-frères qui sont un peu partout. On a une sœur qui est rebelle, la reine des scandales et autres, la petite princesse des scandales. On a Atticus donc le personnage principal et qui au final est un personnage un peu mal alpha, très sûr de lui, avec des parties sombres et en même temps très sexy, très, enfin voilà quoi, vraiment un peu la caricature, euh, ouais, du mec de l'Upper East Side de New York qui a réussi dans la vie, qui est multimilliardaire et autres. Et de l'autre côté, on a Ophélia, qui est une serveuse, qui a du mal à, comment dire, à joindre les deux bouts, mais pourtant qui est pas conne, hein, elle a quand même un super diplôme, c'est juste que travailler dans la biologie, dans la pharmaceutique, ça lui avait pas plu. Et donc le bouquin, il a commencé sur un prologue où se rencontrent Atticus et Ophélia dans un bar, dans une boîte de nuit, et qui partagent une nuit endiablée, qui est très sexy, très à la limite de la pornographie, enfin voilà, quelque chose de très très chaud. Et le lendemain, en fait, Atticus qui découvre que c'est sa serveuse dans le restaurant où il va croire au coup monté. Donc après, pendant un an, en fait, il va au restaurant, mais il s'adresse pas plus la parole que ça. Et le grand-père d'Atticus, en fait, qui était l'ancien maître de famille, quand il décède à la lecture du testament, a fait, entre guillemets, un petit coup de pute, excusez-moi du terme, à Atticus et à toute la famille. Et en fait, il a mis comme clause dans l'héritage d'Atticus le fait est qu'il devait être marié avant ses 40 ans, il me semble, et avoir fait un enfant. Donc, son père, hein, en espèce de connard patriarcal, comme son image et la caricature le veut, va essayer de lui organiser un mariage avec des filles de la haute pour faire, voilà, une chaîne d'hôtels. Alors, ils vont essayer de lier deux hôtels. Mais Atticus, il veut pas d'un mariage arrangé, il veut faire chier son père. Et donc, en gros, il décide de faire un contrat avec la personne qu'il a pas pu oublier depuis un an, à savoir Ophélia. Donc, voilà. Et Ophélia, elle est dans une position où elle finit par accepter. Et avec donc une clause de no sexe, parce que elle veut bien se vendre pour 5 ans. Mais elle veut pas non plus passer pour une prostituée ou genre de choses, que son corps soit dans le contrat. Voilà, sauf que Atticus, vous doutez bien qu'il a un petit côté pervers et qu'il a vu avec son avocat pour contourner cette clause. Et donc en fait, on y suit donc toutes les péripéties d'Atticus et d'Ophélia, comment ils vont se rapprocher et coup-ci, coup-ça, jusqu'à ce que comment ils vont finir par coucher et tomber amoureux, blablabla, s'avouer leurs sentiments. On est vraiment dans du soap opéra, hein. Il y a des éléments perturbateurs en voiture, voilà. Il y a des coups d'éclat, il y a des coups de sang, genre de choses. Et toujours dans l'excès. Et franchement, j'ai adoré. Bon, franchement, j'ai adoré, hein. En plus, il y a un slow burn derrière, hein, donc j'ai adoré ce côté soap opéra et je le recommande à tous ceux qui aiment le genre parce que moi, j'ai vraiment passé. Je l'ai lu très vite, hein. Franchement, c'est une lecture qui se lit très rapidement et en même temps, franchement, c'est une lecture super sympa. C'est un slow burn parce qu'en fait, finalement, ils ne couchent ensemble qu'à la fin du roman. Atticus s'abaisse à avouer ses sentiments à sa belle qu'à la fin. Et donc voilà. Donc, donc voilà. Par contre, on m'avait prévenu que c'était cru, hein, comme la plume de Kaylin et qu'elle se rapprochait d'un LJCN. Et ouais, c'est ça, franchement, c'est très cru. Après, moi, ça me dérange pas parce que, enfin, vous commencez à me connaître, hein, je parle de cul comme change de t-shirt et j'ai pas ma langue dans la poche et j'en parle de manière un peu crasse parfois. Donc, ça me dérange pas. Enfin, franchement, c'est Kaylin, elle écrit quasiment comme je parle, donc je sais pas m'en plaindre. Et pour le coup, vu qu'on m'a conseillé, qu'on m'a dit que la plume de Kaylin était proche de celle de LG Chen, et je pense que je vais lire du LG Chen prochainement. D'ailleurs, je me suis pris le tome 1 de The Boston Bells,
qui m'a été recommandé par Flora. Flora qui est auteur, je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos, et qui m'a dit si t'aimes la plume de Kaeline, t'aimeras celle de LG Shin, parce que elles ont un côté cru un peu dans le même genre. Donc je vais découvrir ça. En tout cas, franchement, si vous aimez les soap-opéras un peu modernes, si vous aimez les personnages, les mâles alpha, les personnages un peu caricaturaux, les romances, je vais pas dire un peu clichés, mais tout du moins avec des grands coups d'éclat, et voilà, vous aimerez Rule Breaker. En tout cas, c'est le début d'une série, et moi j'ai hâte de lire la suite, sachant qu'on est sur le tome 2, sur Hamilton. Hamilton qui est le frère cadet de Atticus, et qui fait petit con quand même dans ce tome 1, et qui fait du genre moi le grand amour j'y crois pas. Donc ouais, il me tarde d'avoir son histoire, et si j'ai bien compris, les petites rumeurs ici et là, ce serait pour septembre. Donc j'ai hâte d'y être, et puis de voir ce que ce deuxième tome nous réserve. Enfin, dernière lecture du mois, il s'agit d'un titre que j'ai eu pas mal passé, Date Me Bryson Keller, de Kevin Fenway, édité chez Corrigan. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, franchement, qui est bourré de bienveillance. On est dans la même veine que les Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc on est dans cette histoire où on suit en fait Bryson et Kay. À savoir, Bryson, c'est le mec, le roi du lycée, si je puis dire, la star du lycée, la star du football, voilà. Et qui, on découvre tout au début, en fait, fait un espèce de pari dans une soirée avec pas mal de gens de son lycée, où en fait, chaque lundi, il acceptera de sortir avec la première personne qui lui demande de sortir avec. Et ils se sépareront le vendredi. Et si le vendredi, il est toujours avec la même personne, le pari est perdu, et devra prendre le bus. C'est un peu con, mais c'est des ados. Et c'est pareil, si lundi, il n'y a personne qui lui a demandé, il devra prendre le bus, parce que le pari sera caduc. Donc voilà, c'est un peu sur la base de l'histoire. Et là, on arrive à l'avant-dernier rendez-vous. Et il y a plein de trucs qui se passent. On va dire que Kay, il a un peu une matinée de merde. Qui croit qu'il est dû à Bryson et à ce putain de pari à la con. Et en fait, sur un trait de colère, Kay sort du placard, en privé, juste à Bryson, et lui demande de sortir avec. Et sauf que c'était ce que Bryson n'avait pas prévu dans son pari, que un garçon pourrait lui proposer. Donc il décide d'être le petit ami Kay pour quelques jours. Donc voilà. Et vous vous doutez bien que Bryson, il est pas si hétéro que ça, qu'il va tomber petit à petit sous le charme de notre chère Kay. Et c'est tout ça qu'on découvre dans le bouquin. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est une histoire bien sympathique, pleine de bienveillance, qui montre le visage de l'homophobie, malheureusement, parce que l'homophobie, elle est encore présente énormément dans notre société d'aujourd'hui, et surtout aux États-Unis. Donc ça, on y apprend le visage là, on y apprend en fait que c'est toujours très difficile de s'assumer, que faire son coming out, c'est toujours quelque chose de compliqué. Il y aura toujours des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour faire des coups de bâche, et voilà. Et surtout, en fait, on y apprend en fait que même si le coming out devrait être un choix personnel, qu'on devrait faire à son temps et à son heure quand on le décide, et il y a toujours des personnes médisantes et des personnes méchantes qui décident à votre place. Et voilà, ça reste toujours quelque chose d'horreur. On y découvre aussi que même si y a de la bienveillance, même si l'homosexualité est de plus en plus, pas que l'homosexualité, la différence dans le genre et dans la sexualité est de plus en plus acceptée dans le monde actuel, on y apprend aussi que y a toujours des coups qui vont être là pour vous blesser et faire des coups de pute par méchanceté, par jalousie, ou pour plein de raisons qui m'échappent. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire aussi sur la mixité, parce qu'on parle souvent en fait d'inclusivité en parlant de genre, mais on oublie aussi que
qu'être inclusif, c'est pas que sur le genre, c'est pas que sur la sexualité, c'est aussi sur les origines de chacun. On est dans un monde, voilà quoi, plein de genres différents, plein de couleurs différentes, des couleurs de peau, des origines différentes et autres, et que c'est pas toujours facile. Alors c'est déjà pas facile d'être homo, d'être bi, bon, ce que vous voulez, asexuel ou transsexuel ou ce que vous voulez. Mais en fait, on y apprend aussi que c'est toujours délicat d'être de couleurs différentes, être noir dans un lycée un peu d'élite ou d'être métisse, ça peut être toujours difficile et que encore de nos jours, être gay et en plus d'une religion différente, dans la religion et de couleurs différentes, ça peut être encore plus compliqué à vivre. Et donc voilà, donc c'est dans ce sens-là en fait que je trouve que l'inclusivité a bien été traitée, parce que pour le coup on accueille qui est, en plus d'être homo, et quelqu'un de métisse. Voilà. Et on y apprend aussi en fait qu'il n'y a pas d'étiquette, pas besoin d'étiquette, parce qu'au final Bryson, on finit le bouquin où en fait on sait toujours pas ce qu'il est. Il est juste gay sexuel, si je puis dire. Pas forcément gay for you, hein, c'est pas ça dans le bouquin, c'est juste il s'est pas mis d'étiquette, il est amoureux de Kay et ça lui va. Alors est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est bi, est-ce qu'il est pansexuel, demisexuel? On n'en sait rien, et ça en fait toute la beauté du bouquin. Ça veut dire en fait encore une fois que dans la société d'aujourd'hui on n'a pas besoin de se mettre d'étiquette, on peut être soi-même et aimer quelqu'un juste pour ce qu'il est, pour la personne qu'il est, et ni pour sa couleur ni pour son genre. Donc dans cette thématique-là, je trouve que c'est très très bien. Je remercie d'ailleurs Corrigan, parce qu'en fait il y a encore trop peu de titres qui sortent dans nos étalages et qui sont à la portée de tous nos jeunes. Et c'est beau en fait qu'une maison d'édition prenne encore des risques. Donc la maison d'édition qui a fait, moi Simon l'avait déjà pris des risques, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est bien en fait qu'on ait de plus en plus de représentativité sur nos étalages, à la vue de tous, à la portée de tous, et qui permet en fait à des jeunes un peu paumés de se trouver des modèles autres que ce qu'on peut avoir dans la télé, qui est parfois un peu différent de la réalité. Alors que là en fait c'est vraiment un bouquin on voice, c'est écrit par une personne qui était pareil, mix de peau, mix d'origine, qui était gay, et c'est un bouquin on voice, donc c'est vraiment son parcours, c'est un peu ce qu'il a ressenti, une part de lui. Et donc en fait il n'y a pas d'exagération, il n'y a ni trop ni peu, et c'est en ça que je trouve que c'est un bon modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une lecture que je recommande chaleureusement, et j'espère qu'on aura encore beaucoup de titres de ce genre. Voilà. Et bien écoutez les amis, c'était tout pour ce bilan lecture. J'espère que j'aurai pas à le refilmer, que le son aura été bon, vous aurez aimé le changement de décor. Si vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à venir m'en parler, hein, comme d'habitude dans les commentaires juste en bas, ou vous pouvez venir m'en parler aussi, sur mon Instagram, bien entendu, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Vous pouvez me demander plus de renseignements sur les bouquins, par exemple, si vous les avez pas lus et que vous voulez savoir plus de détails avant de vous lancer dans une de ces lectures. Désolé, j'ai ma poule qui est en train de essayer de me décorer les doigts et de décorer mon verre de vin. Donc voilà, et puis sinon, comme d'habitude, hein, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait, ça aide pour la chaîne. Et puis si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi des petits bouquins, mettez des émoticônes, de gens de couleur, de gens qui se tiennent la main, du même genre, ce que vous voulez, franchement. Mettez juste une petite icône qui vous représente, qui vous parle, et puis moi ça m'ira. En tout cas, la prochaine vidéo qui sera diffusée maintenant mercredi devrait être, si je ne me trompe pas, un genre de top 5, sélection de 5 MM. Je sais plus c'est quoi, 5 MM que je conseille, ou 5 MM que je veux lire, ou 5 MM, je sais plus quoi, enfin c'est du MM, c'est une sélection d'MM. Et puis après il y aura le book haul, hein, parce que voilà, je vais me laisser un petit peu de temps pour le filmer, ce book haul, donc book haul là, parce qu'il y a quasiment 40 bouquins, donc il y a de quoi faire. En tout cas, écoutez, j'étais ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'étais ravi de vous retrouver dehors, dans ce décor,
Je suis ravi de ce mois de mai, franchement, qui était un bon mois de mai, même si personnellement, il y a eu des coups bas. Mais dans l'ensemble, c'était un bon mois de mai. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!